Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9h à 10h sur Alger Chaîne 3. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin ensemble jusqu'à 10h de notre invité ce matin et c'est un plaisir de le recevoir. Nous avons avec nous monsieur Dr Samir Belkacmi. Dr Samir Belkacmi, il est parmi nous aujourd'hui, il est cadre au niveau de l'OGBC et il est docteur en archéologie. Il est spécialiste notamment des inventaires, spécialiste en inventaire des biens culturels. C'est un point très intéressant, un sujet très intéressant. Bonjour monsieur. Bonjour madame, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre émission Le 100% culturel. Alors avec vous, Dr Samir Belkacmi, on va revenir sur le patrimoine matériel et immatériel. Deux sujets, deux points importants. Nous avons un pays continent, toute une richesse. L'Algérie va s'en dire un continent. D'une superficie importante, à plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec des reliefs importants, avec un tissu urbain et même humain important. Donc nous avons toute une série de civilisations que ce pays a connues. C'est à dire à juste titre, nous avons 2 300 000 kilomètres carrés de surface et 2 300 000, comme par hasard, années d'histoire. C'est 2 300 000 ans d'histoire que l'Algérie a connu depuis le site de Aïl Hnesh qui est daté à plus de 2 400 000 ans jusqu'au dernier site qui date de la colonisation, parce qu'il faut classer aussi ce patrimoine qui retrace l'histoire ignoble du colonialisme français. Toute cette panoplie de sites et de reliefs font de l'Algérie un pays riche en patrimoine culturel, matériel et immatériel. Le patrimoine immatériel, lui aussi, il est divers et se retrace à travers tout ce que nous renseignent nos ancêtres en matière de savoir-faire, de couture, de coutume, de création. Absolument. Docteur Belkacmi, puisqu'on parle de tout cela, vous êtes vous-même spécialiste de l'inventaire des biens culturels. C'est un sujet très important de nos jours. Vous disiez tout à l'heure, on discutait tout à l'heure et vous me disiez, vous savez, c'est très important de savoir ce que nous avons pour pouvoir le préserver. Si bien que vous avez un hashtag, vous avez donc ce fameux hashtag qui s'intitule en arabe, et puis j'aime bien parce que c'est aussi, il y a un côté d'Erja, donc dans cet hashtag, Tourat Jdedna Mouhal Yitsraq min Bladna. C'est l'hashtag de vos initiatives avec un collectif où vous revenez toujours sur le patrimoine et sur ce patrimoine matériel et immatériel. Oui, j'appartiens à une association aussi appelée Tourat Jazairna. Nous avons lancé ce hashtag aussi, Biddarja, comme l'association est dénommée Biddarja. C'est pour rappeler que aussi Darja et la façon dont parle l'Algérien est aussi un patrimoine à sauvegarder. Donc, Torath Jdadna Mouhalit Sarq min Bladna, nous voulons sensibiliser toute la population civile sur l'importance de sauvegarder ce patrimoine, surtout immatériel, qui est en train de se faire un peu piller aussi comme patrimoine matériel par certaines personnes. Donc, aujourd'hui, à travers votre action, vous êtes à l'OGBC, vous enseignez également au niveau de certains établissements, tels que l'école polytechnique telle que l'EPO, l'école d'architecture, Al-Harraj. Vous êtes aussi donc au niveau de l'université la faculté de Tipaza, vous enseignez toujours. Et là, aujourd'hui, on disait qu'il y avait plus de 15 000 sites. 15 000 sites à préserver qui ont été aussi déjà recensés. Recenser, c'est aussi, c'est aussi la mémoire d'un pays. Exactement. Nous avons initié
le recensement du patrimoine matériel algérien qui est déjà connu. Et à ce titre, nous avons regroupé une cartographie de plus de 15 000 sites répartis sur l'échelle nationale, de différentes civilisations, de la préhistoire, de l'Antiquité médiévale, période islamique et période coloniale. Toute cette panoplie de sites incite à créer une banque de données, une base de données, afin de le préserver et de le faire connaître au grand public. Il est 9h17. Le 100% culturel. Et le 100% culturel aussi, avec des rendez-vous, puisqu'on parle aussi de patrimoine. Une personnalité qui est aussi considérée comme un véritable patrimoine. Il s'agit de l'artiste plasticien mystique Rachid Koraïchi. Rachid Koraïchi, un documentaire a été fait en son honneur. On lui souhaite longue vie, beaucoup de belles choses encore à faire et à refaire. Ce sera ce soir à la Cinémathèque algérienne, la rue Rabbi Ben Mehdi, qui va donc diffuser en avant-première un film documentaire en honneur à Rachid Koraïchi, à qui on souhaite une longue vie. Le titre de ce film documentaire s'intitule Tu manques même à mon ombre. Voilà, c'est un documentaire qui est consacré à l'artiste peintre, artiste mystique. Il est vraiment dans beaucoup de choses, sculpteur, il fait beaucoup de belles choses. Nous l'aimons beaucoup et cette projection se fera ce soir à 18h. Un rendez-vous à ne pas rater. Il y aura aussi une projection ce samedi également au niveau de la Cinémathèque algérienne d'un film autour du sud algérien. Qui s'intitule également, on va y revenir tout à l'heure dans quelques instants, où il sera question d'un film dédié au Sahara algérien. Ici, dans les studios d'Alger, chaîne 3, nous avons parmi nous Dr Samir Belkacemi. Aujourd'hui, on nous éclaire quant au patrimoine matériel et immatériel. Il est docteur spécialiste dans l'inventaire des biens culturels. Un point très fort, important pour l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Revenir sur faire l'inventaire de ce que nous avons comme richesse pour protéger, pour préserver ce que nous avons déjà. L'inventaire en produit, donc en tout ce que nous avons en matière de patrimoine matériel et immatériel, c'est vraiment du boulot, parce que déjà, même en matière de patrimoine immatériel, nous avons énormément de choses qui reviennent, telles que la chanson, par exemple, le rail, et aussi la chanson le melouf, la musique andalouse, le style bedoui également. Tout ce patrimoine doit... Le tindi, ahli. Tout ce patrimoine immatériel doit faire l'objet d'un ressourcement, ce que une des institutions sous tutelle du ministère de la Culture, je parle du Centre national de recherche en archéologie, en préhistoire et anthropologie et histoire, le CNRPH, qui fait ce travail depuis 2007 déjà, qui a commencé déjà ce travail depuis 2007. Ils ont fait l'inventaire de retracer tout ce savoir-faire, tout ce qui est relatif aux poèmes et aux chants anciens, mais tout ce qui est aussi relatif à l'habit traditionnel, tout ce qui est relatif à l'art culinaire algérien. Tout ça est un patrimoine immatériel très important, constitue une banque de données importante. Notre architecture aux Zélidj. Exactement. Là, on parlera aussi de savoir-faire lié aux Zélidj, mais à notre architecture, à notre patrimoine matériel qui est remarquable, qui ne ressemble pas à un patrimoine venu d'ailleurs. Né le patrimoine, celui de la Casbah ne ressemble en rien à celui d'Istanbul. L'architecture que nous appelons ottomane à Alger ne ressemble pas à celle de la Turquie aujourd'hui. C'est un patrimoine vraiment singulier pour l'Algérie. Aussi, nous avons un patrimoine matériel qui remonte à l'époque ottomane, à l'époque byzantine, à l'arrivée de l'islam, à l'apogée de l'islam.
tout ce patrimoine doit faire l'objet d'une sauvegarde, d'un inventaire, ce que notre ministère de la Culture a comme tâche principale et qui effectue vraiment à qui on donne une grande importance aujourd'hui. Oui. On revient aussi à tous ces rituels, aussi à l'Ouadi par exemple, l'Ouadi qui est l'Ouadet dans les régions d'Algérie qui ont tendance à disparaître mais qui résistent au temps. Hein. Aujourd'hui, cette période par exemple, mars, avril, mai, c'est aussi une période de l'Ouadi où les gens se retrouvent autour d'un saint patron, il y a des rituels, il y a la fantasia également, le cheval barbe. Exactement, le cheval barbe, il a été identifié de manière archéologique et paléontologique pour la première fois en Algérie et à Alger, à la cité Melchiesa le Broch, il a été découvert ici à Alger. C'est de là qu'on a su que nous avons un cheval d'or mystique qui n'est pas venu d'ailleurs. Avant, on avait... À la cité Malki, dans quel espace On en parlera une autre fois. D'accord, oui. Donc, ça parle des années 80. Oui, donc, oui. retracer donc, le chemin... on est curieux, sinon la retracer l'aménagement du territoire des années 80, 84. D'accord, très bien, oui. Donc, il y avait déjà des oui, parce que fresques. L'idée d'avant, c'était les Hittites et les Hyksos, ça arrivait d'ailleurs de l'Égypte, de la Libye, ont introduit le cheval en Algérie, etc., le cheval domestique. Mais la découverte du cheval barbe à Alger a enlevé cette hypothèse. Nous avons un cheval déjà domestique, déjà un cheval, une race spéciale qui est le cheval barbe en Algérie. Donc ça, c'est notre patrimoine aussi. Pour revenir aussi à la sauvegarde du patrimoine, nous avons aussi, vous parlez des champs, etc., leur sauvegarde, leur inventaire. Tout ça est une des tâches du Centre national de recherche en préhistoire, une chose qu'il a créé une banque de données importante. Et c'est de là que vient l'idée d'inscrire ce patrimoine. Et c'est une liste de ce patrimoine au patrimoine universel de l'humanité. Voilà, puis le cheval barbe a été aussi le compagnon de l'émir Abdelkader. Oui. Hein, donc, toutes ces grandes personnalités de Bouamema et tant d'autres. Hein, donc, ça a été aussi un cheval puissant de guerre et qui était aussi... c'était un cheval aussi qui servait l'agriculture également. Le cheval... Barbe. Le cheval barbe. Et même le cheval de façon générale, a fait partie de la vie de l'homme, dès sa domestication. L'homme a su que le cheval est un outil de transport, est un outil d'agriculture, est un outil de combat. Donc il a été lié directement, intrinsèquement à l'être humain, dès sa domestication. Et le cheval barbe est l'une des races les plus convoitées du monde aujourd'hui. Par rapport à sa posture, à sa forme, à son agilité, etc., a fait de lui un animal, un véritable compagnon de l'homme. Voilà, et on reste toujours dans le monde de l'histoire, et cette fois-ci, direction Oran, le musée Zabana. Le musée Zabana, qui est un très beau musée, que vous connaissez, qui abrite en son sein pas mal de grandes salles, des salles assez riches et diversifiées. Et Sidi Fares, ce matin, a été aussi à la découverte d'une salle qui est très particulière. On découvre ça ensemble. Un musée avec des collections qui vont de la préhistoire, l'antiquité, l'ethnographie, les beaux-arts et la collection spéciale du musée, la collection du patrimoine naturel. Le directeur du musée, M. Hicham Skal. Une collection inédite et qui n'existe que à Zabana, c'est les 2 salles d'histoire naturelle. Nous avons différentes sortes d'insectes, des papillons empaillés avec la technique de la taxidermie. Nous avons toutes les espèces d'oiseaux et d'animaux qui sont là en exposition. Et d'ailleurs, c'est des salles qui sont attractives, surtout pour les enfants. Il y a combien de salles au musée Zabana? Nous avons 9 salles d'exposition au musée Zabana. La salle d'ethnographie étrangère, la salle d'ethnographie algérienne, le vieil Oran, les 2 salles d'histoire naturelle, la salle de la préhistoire, la salle des beaux-arts et la salle des antiquités. Et nous avons, l'année dernière, ouvert une salle d'exposition temporaire. On a commencé l'histoire un peu des minerais et l'utilisation des minerais par l'être humain. Et pour l'occasion du mois du patrimoine, on a inauguré une exposition sur l'histoire de la poterie en Algérie. Et après le mois du patrimoine, une
semaine pleine d'activités, surtout en faveur des enfants. On a utilisé l'intelligence artificielle pour faire que le martyr Zabana, premier martyr guillotiné par la France coloniale, qui a lu sa propre lettre qu'il avait laissée à ses parents quelques jours avant son exécution. Et c'était très très émouvant. Le Musée national Zabana d'Oran ouvre ses portes tous les jours pour faire découvrir ses collections aux amoureux de l'art, l'histoire et la culture. Allah est le plus grand et il est seul à être équitable. Votre fils et frère, qui vous aime de tout son cœur. Et voilà, et on reste dans cette ambiance avec notamment Oran, un petit extrait d'une belle chanson sur Wahran avec Houari Bishnet. Et avec nous ici dans les studios d'Alger 3. Et c'est un plaisir de le recevoir, Dr Samir Belkacemi, docteur en archéologie et spécialiste dans l'inventaire des biens culturels. Aujourd'hui, on a un peu échangé, partagé, on a un peu survolé des sujets importants autour de l'Algérie, des sites, des lieux classés. On en parlait tout à l'heure aussi, on est revenu un peu sur le patrimoine immatériel, sur le chant, sur aussi le cheval-barbe et sur également le vêtement, puisque vous avez eu un hashtag qui s'intitule Torat Jdedna. Mouhal يتسرق من بلادنا. Voilà, donc c'est un peu cet hashtag-là qui revient sur tout ce qui fait notre nous algérien, le nous qui nous unit à travers le patrimoine. Il y a aussi tous ces sites. Vous disiez aussi que vous avez participé avec votre association Torat Jazairna avec des rencontres de nettoyage, des mobilisations de nettoyage dans les régions, Guelma, Ghardeia et tant d'autres. Vous êtes allé à la rencontre des gens. Ce sont des actions citoyennes. Parce que qui dit environnement dit préservation aussi. Exactement. Notre association Torat Jazairna, dès sa création en 2017, a œuvré pour la promotion et à la sauvegarde du patrimoine. Nous avons lancé divers événements. L'un des événements phares est Al-Qasba Askmi ou la Sqsini, où nous avons effectué des visites guidées gratuites pour tous les désireux citoyens désireux de connaître la Casbah, son patrimoine, Sirksour. Nous avons commencé des visites à partir du bastion 23 et on montait vers toute la Casbah en passant par Dar al-Hamra, Dar Aziza, la mosquée Ketchawa, Dar Souf, le palais Mustafa Pacha, tous ces patrimoines jusqu'à Dar Sultan, la citadelle d'Alger, toutes ces stations-là, la maison de Ali Lapointe au passage aussi, où il a été plutôt là, le bâtiment où il a été exécuté, Ali Lapointe et ses compagnons, toutes ces stations-là, nous les avons fait découvrir aux gens, nous avons parlé de l'histoire de la Casbah en tant que patrimoine ancestral, mais aussi en tant que centre de résistance contre le colonialisme. Oui, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Le vêtement également qui fait objet aussi d'inventaire, parce que nous avons des vêtements très très riches avec toutes les civilisations, tout ce que nous sommes aujourd'hui en matière de vêtements, de ce qui accompagne le vêtement, les accessoires. Il y a eu le classement du vêtement de l'Est du pays. Récemment, nous avons la décision des États membres sur le classement, sur l'inscription des vêtements de l'Est algérien, le savoir-faire lié à la confection de la gondora et de la melhfa comme étant un patrimoine immatériel, dont le Qoftan al-Qadi, le fameux Qoftan al-Qadi y figure. Donc ça veut dire qu'on parle du savoir-faire lié, ça veut dire que tout le savoir-faire lié acquis par l'être humain lors de la confection de ce vêtement est inscrit. La broderie, les ornements, les bijoux, le nom de l'artisan, la façon dont il travaille, tout ça a été inscrit dans la Gondora, qui est le Qoftan al-Qadi, le Gondora de l'Annabiya, aussi le Melhfa al-Shawiya, tout ça a été inscrit. Auparavant, en 2012, nous avons aussi inscrit un type de kaftan appelé l'Absit al-Aftan, qui est inscrit dans les rites et savoir-faire liés aux coutumes nuptiaux de Tlemcen,
qui est le Shiddat al-Msaniya et l'Aftan, et le Bsat al-Aftan. Tout ça a été inscrit aussi, parce que le Shidda, c'est le sommet du raffinement de l'art tlemcenien. Là, il est bordé au fil d'or. Donc, le Shidda, c'est quelque chose d'important. Ben oui, c'est une tenue royale, hein, exactement. Nuptiale qui est royale, elle est extraordinaire. Exactement. Oui. Aussi, l'Algérie œuvre aussi pour l'inscription du savoir-faire lié à la confection de la robe kabyle et des bijoux de la Kabylie. Tout ça font que donne un signe fort que l'Algérie veut préserver son patrimoine pour le faire connaître au monde déjà d'une part et éviter son vol et la tentative d'inscription d'un autre État membre. Absolument. 9h38. On reste aussi dans le monde de la culture et des arts. Cette fois-ci, Tizi Ouzou avec Mohamed Haouchine qui revient sur une école de musique. La musique, n'est-ce pas, hein, on dit qu'elle adoucit les mœurs. Lancée depuis un mois déjà par la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, la nouvelle école de musique de la maison de la culture Mouloud Mamri fonctionne déjà à merveille avec une 50aine de jeunes enfants adhérents, et voilà que l'illustre chanteur kabyle Louni Saïd Menglet a accepté de parrainer cette école, lui qui fut émerveillé en visitant hier cet établissement. Il fut d'ailleurs accueilli chaleureusement par des fans et des parents d'élèves, tout heureux de savoir que Louni Saïd Menglet a spontanément accepté de parrainer ce nouvel acquis artistique de la wilaya. C'est un honneur de parrainer une école pareille parce que c'est une véritable réussite. J'espère qu'ils vont aller de l'avant et j'en suis sûr. Moi, je m'attendais à inaugurer une école toute nouvelle qui n'a pas encore fonctionné, et finalement j'ai trouvé de superbes artistes en herbe, des enfants vraiment qui sont tous prometteurs. J'espère qu'ils réussiront et que ça va attirer d'autres et que c'est une école qui va avoir le succès qu'elle mérite. L'Université de Menglet, c'est important d'enseigner la musique à bas âge? Ah, tout à fait. Si on avait pu se le permettre, on l'aurait fait. Je parle au nom de tous les artistes, je suis sûr qu'ils pensent ainsi. Il est à rappeler que le ministère de la Culture et des Arts a créé cette année une vingtaine d'écoles pilotes de musique à travers plusieurs wilayas, et Tizi Ouzou a déjà pris le train en marche. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, pour Alger 3. Voilà, de belles initiatives parrainées par Ait Menglet, le chanteur Ait Menglet qui parraine pas mal d'événements. Il est dans la solidarité également, et on le salue ce matin s'il nous écoute. Avec nous ici dans les studios d'Alger, chaîne 3, Dr Samir Belkacemi, où il est question tellement de sujets à développer autour de l'inventaire des biens culturels. Vous êtes un spécialiste, donc votre doctorat, c'était un doctorat spécialisé dans l'inventaire des biens culturels, qui revient justement sur l'importance des biens que nous avons en Algérie. On revient justement sur le vêtement traditionnel, n'est-ce pas? Oui. Il est nécessaire pour l'inventaire, en parlant de l'inventaire du patrimoine, que ce soit matériel et immatériel, que l'Algérie soit dotée aujourd'hui des outils les plus sophistiqués. On parle de numérisation. Le président lui-même parle de la nécessité d'avoir d'entrer dans l'ère du numérique, d'utiliser les intelligences artificielles. Tout ça, c'est nécessaire d'avoir une véritable base de données numériques, dynamiques, qui permet aussi à l'intelligence artificielle de résoudre certains questionnements. Donc l'intelligence artificielle vient vraiment, c'est comme une cerise sur le gâteau. Une fois qu'une base de données du patrimoine soit vraiment enrichie, etc., on peut utiliser aussi l'intelligence artificielle pour résoudre certaines requêtes. Voilà. D'une part, l'inventaire, j'ai commencé depuis il y a plus de 10 ans à travailler sur l'inventaire, comme étant un simple archéologue à l'OGEBC, puis comme directeur plus tard. J'avais travaillé sur tout ça.
et création d'une base de données, création de fiches techniques appropriées pour les biens culturels matériels. J'y travaille plus sur le plan matériel, mais nous avons suivi avec rigueur la façon dont nos collègues du CNRPH ont travaillé sur le patrimoine immatériel, sur la sensibilisation. Ils ont fait un travail extraordinaire avec les sociologues, les archéologues, les préhistoriens. Tout ça ont permis le regroupement de l'information dans une banque de données importante, ce qui est arrivé un peu plus tard pour l'inscription de ce patrimoine, d'une multitude de listes, une liste importante du patrimoine immatériel algérien. Alors, Monsieur Samir Belkacmi, on revient justement aux vêtements et dans le détail. On a parlé de Kaftan, on est revenu sur Kaftan al-Qadi, sur la gandoura constantinoise, la brodée en velours avec une coupe bien particulière et la présence des feuilles, de la faune et de la flore dans cette tenue. Nous avons aussi la gandoura Anabia aussi qui a sa spécificité. Oui. Qui a ses motifs, la Melhfa Chaouia qui est la tenue algérienne que l'on retrouve à l'est, à l'ouest et dans le sud algérien, se ressemble, c'est vraiment même dans la Kabylie. Et puis il y a aussi, donc on revient aussi sur la Shidda ou l'Aftan Tlemceni qui est aussi un Aftan, c'est un kaftan, voilà. Exactement. Donc ça, les mots, vous tenez vraiment, vous donnez de l'importance plus que jamais au mot, le mot lui-même, c'est-à-dire que le fait qu'on l'appelle Shidda, Aftan, Kereko, la robe kabyle, tout ça, c'est le Gandoura, ce sont des mots importants. Vous disiez que c'est quelque chose de très très important dans la recherche. Dans la recherche anthropologique, les termes et les mots jouent un rôle. Il y a à chaque mot un geste qui accompagne le mot. Ce n'est pas un simplement dire kaftan. Mais quand on dit kaftan, c'est tout le savoir-faire qui vient derrière le mot hada. On a aussi, en parlant de shidda, elle est particulière, elle est singulière. On ne peut pas l'appeler aussi simplement kaftan. Kaftan, de façon générale, c'est du kaftan. Mais de manière spécifique, c'est shidda. C'est un savoir-faire approprié à la région de Tlemcen. Qui est une des capitales de l'Algérie ancestrale. Donc, on a ça. Quand on a une civilisation, elle découle de tout, elle a tous les savoir-faire qui l'accompagnent en matière d'artisanat, en matière de confection, en matière de vêtements, en matière de fabrication, en matière d'ornement. Tout ça, en matière d'architecture, tout ça accompagne la civilisation. Shidda, elle est un signe qu'il y avait une grande civilisation dans la région de Tlemcen. Et c'est aussi le signe pour la région constantinoise et l'Est algérien, pour le Kaftan al-Qadi, qui était un vêtement à l'origine, al-Qadi, quand on sous-entend al-Qadi, ça veut dire que c'était al-Qadat qui l'a... Oui, masculin. Mais très vite, il s'est orienté vers l'habillement féminin lors des fêtes et festivités nuptiales. Oui, la robe aussi, donc la robe kabyle également, qui va très bientôt aussi, le dossier a été déposé pour la robe kabyle et pour les bijoux kabyles. Exactement. Parce que ce sont des bijoux particuliers, que ce soit la présence du corail, de l'argent, des émaux. Aussi. Exactement. En Kabylie, surtout la région, on va dire, d'Athiéné, dans les hauteurs de la Kabylie, nous avons ce savoir-faire lié à la confection des bijoux en argent, avec le corail aussi. Et tout ça a fait et d'une singularité, c'est une manière appropriée à la Kabylie, avec des décors spéciaux. Tout ça que nous avons retrouvé très ancien. Comme là, vous l'avez si bien dit, c'est-à-dire que ce bijou accompagne un geste et un statut social. Exactement. La femme kabyle qui porte la broche sur le foulard, ça veut dire un message qu'elle transmet. Si elle le met au niveau de la ceinture, c'est un autre message. Les bracelets et le khalkhal. Parce qu'il y a la symbolisation il y a la forme du symbole qui est gravé sur le bijou, mais aussi le symbole de l'endroit où elle est portée. Si c'est une jeune fille qui ne s'est pas encore mariée, si elle est veuve, si une divorcée, ou si c'est une vieille dame, tous ces bijoux sont portés à l'indicatif du statut social de la femme
en Kabylie, mais aussi même en Algérie. Ces décors et c'est des fois des tatouages aussi que nous retrouvons chez la femme algérienne. Tout ça indique un statut social précis pour la femme. Après, il y a aussi le hazem, il y a aussi la ceinture de l'arabe kabyle et également le fota. Exactement. Qui a un apport important dans la fota. Et c'est pour ça qu'il est dans le dossier. Tout ça a été inscrit dans le dossier. Le bijou, le fota, le hazem, la robe en elle-même, la décoration, la broderie, tout ça est inscrit dans le dossier. Donc quand on dépose un dossier, on doit le déposer correctement. Ne pas oublier le geste qui accompagne la fabrication aussi. Ça veut dire qu'il faut parler de la manière dont on a confectionné l'objet ou la robe. Oui. Les fébules aussi. Les fébules qui étaient très présentes avant, quand la robe était aussi drapée. Le drapé également. Pour parler des fébules et des bijoux, je vais vous étonner. Les fébules, nous les avons retrouvées dès le néolithique, dès la préhistoire. La préhistoire algérienne, elle est riche. Je vais vous étonner encore plus qu'il y a des peintures rupestres dans le Sahara algérien où la robe est dessinée, plus complètement dessinée. On voit la silhouette de la femme, on voit la robe, le drapé. Le drapé de la robe complètement qui découle. Tout ça, nous l'avons ça veut dire pour parler que nous avons une véritable histoire. Alors, monsieur, justement, je vais poser une question pratique. C'est une question on vient de me l'envoyer sur ma page. Est-ce que on peut voir tout ce que vous êtes en train de nous dire là maintenant? Est-ce qu'on peut découvrir cela dans un musée? Lequel des musées? Je vais vous inviter à tous les musées d'Algérie. Oui. À commencer pour savoir l'histoire algérienne. La plus ancestrale, c'est parler de la préhistoire du musée du Bardo. Oui. Pour voir nos bijoux et nos costumes traditionnels, etc. Il n'y a pas mieux que le musée des antiquités d'art islamique. Oui, qui se trouve au niveau du Parc de la Liberté. Exactement, voilà, il est ouvert au public. On salue Monsieur Antri d'ailleurs. Nous saluons aussi Monsieur le ministre qui vient de décider que durant ce mois du patrimoine, jusqu'à la fin de cette semaine, que les entrées sont gratuites. Donc parfait. le public peut découvrir nos sites. Très bien. Jusqu'au 24, je pense, si ma mémoire ne me trompe pas. Oui, jusqu'à toute la semaine. Toute la semaine. Donc les musées sont ouverts au grand public. Et même s'ils sont payants, je vous invite à voir parce que c'est des prix symboliques. Et bien sûr. Payer 200 dinars pour découvrir 1000 ans d'histoire, 2000 ans d'histoire, c'est pas rien. Alors voilà, c'était une question qui nous a été posée, savoir où peut-on voir toute cette histoire. Nous avons aussi le musée de Cirta, le musée de Constantine et 20 musées au niveau de l'OJEBC répartis à l'échelle nationale, musée de Tingad, musée, tout ça. Vous pouvez découvrir toute l'histoire algérienne. Pas celle uniquement du caftan et des costumes, mais précisément pour les habillements, il n'y a pas mieux que celui d'Oran et celui d'Alger. Du Bardo Non, le Bardo aussi. Hein. Il y a aussi pour le cheval barbe, par exemple. Pas que le cheval barbe, il y a aussi des expositions liées aux Algéroises, aux habillements des Algéroises, au Bardo. Oui. Il y a aussi celui des antiquités où on peut retrouver l'histoire ottomane, antique et islamique de l'Algérie. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que les gens se posent des questions. Des fois, nous n'avons pas toutes madame et monsieur tout le monde n'ont pas toujours les informations qu'il faut, les outils qu'il faut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est essentiel de pouvoir communiquer et de donner ce genre d'informations parce que on a envie d'aller voir ce qui se fait au musée des antiquités, par exemple, où il y a vraiment de très belles choses. Le Zelidj également est présent au niveau du musée des antiquités. Le Zelidj n'est pas présent uniquement au musée des antiquités, il est présent dans toute la Casbah d'Alger. Oui. Celui qui ne veut pas aller au musée, il n'a qu'à faire une visite de la Casbah d'Alger, des palais de la Casbah, il trouvera le meilleur Zelidj. Aussi, on peut voir aussi, je vous invite à voir, en parlant du Zelidj, la Qala'a de Bni Hamad est un exemple extraordinaire pour le Zelidj et pour toute l'architecture de la période islamique, de la période hamadite. Oui. Donc c'est un site du patrimoine mondial. Oui. Et il est important que le public soit imprégné de ce site et de ce monument important. Oui, ça c'est vraiment important ce que vous nous donnez. Il y a les sites aussi, il y a les Casbahs de Delles par exemple, qui est aussi importante. Aujourd'hui on la visite, c'est vrai qu'elle est en difficulté aujourd'hui, il y a un travail de rénovation qui est en train de se faire, mais c'est
une casbah qui est vraiment très prisée. Oui, la casbah de Delles, elle est très prisée. C'est l'une des plus anciennes. Oui, c'est l'une des plus anciennes, mais je penserais la plus ancienne à celle de Milev, celle de Mila, qui remonte à l'ère byzantine. Où nous trouvons aussi la maison de Abdelhafid Boussouf, un des glorieux moudjahids de notre nation. C'est une casbah vraiment, on peut la retrouver. C'est une casbah byzantine construite avec des pierres encore plus anciennes, avec des pierres romaines. Donc on a vraiment une histoire très ancienne du côté de Mila. Mais elle est classée comme étant secteur sauvegardé. Nous avons la casbah d'Alger, nous avons la casbah de Delles, nous avons celle de Tness. Du côté de Tness, il y a plusieurs secteurs sauvegardés en Algérie qui sont inscrits comme patrimoine. Comme association, nous avons œuvré à des opérations de nettoyage, et vraiment ce qui est surprenant lors de nos interventions de nettoyage au niveau de sites, surtout celle de Lambez qui me marque un site du côté de Tazoult d'Alger en 2022. C'est la société civile qui voulait intervenir vraiment et aider les gens afin de faire les campagnes de désherbage. Donc il y a cet aspect-là de Twiza qui est vraiment ancestral, qui revient dans chaque être humain algérien à chaque fois que c'est nécessaire. Chaque fois qu'on fait une campagne de bénévoles, il y a tout le monde qui veut participer aux bénévoles sans rien demander en retour. Oui, ça c'est une action très 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 importante, citoyenne, où l'Algérien est très 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 il est soucieux de son patrimoine. Exactement. Quand il s'agit aussi de sa région, de son quartier. Et aujourd'hui, il y a aussi un grand retour par rapport à cela. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir aussi que nos institutions prennent acte de toutes ces rénovations, de ces sites, de ces quartiers. Par exemple, au niveau du Grand Alger, il y a des quartiers qui sont carrément rénovés, où beaucoup de touristes vont visiter. Vous voyez, donc ça, par exemple, on va citer juste la rue Chaïb, ex-rue Tanger, qui était un moment vraiment très enclavé, où là aujourd'hui c'est une piétonnière, on peut apprécier, il y a de la lumière le soir. On est très très à l'aise dans ces quartiers-là. Là, c'est un grand salut aux collectivités locales d'avoir entrepris ce grand projet de rénovation de la ville d'Alger. J'espère que ça se fera au niveau de toutes les villes du pays. Et que ça a permis vraiment, parce que là où nous travaillons, c'est vraiment du côté de Saht Chouhada. Nous remarquons un flux de visiteurs important ces jours-ci. Formidable. Toute la Casbah, elle est prisée par les visites. Toute la rue Tanger est prisée par les désirs de découvrir l'art culinaire, le fast-food, le culinaire de la rue, etc. Tout ça, ils veulent le découvrir. Vraiment un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour ce projet. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Dr Samir Belkacemi. Vous étiez parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission Le 100% culturel. Merci à vous tous, amis auditeurs. Merci, madame. Je vous en prie. Et quant à nous, écoutez, on se retrouvera avec beaucoup de plaisir dimanche. Au revoir et merci. Au revoir.